Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés globaux qui temporisent avec des indices actions en Europe qui plafonnent un peu, il faut le noter. Le CAC 40 a réussi à arracher un nouveau record hier en séance à plus de 7400 points. On reste sous ce niveau avec une séance autour de l'équilibre pour les principaux indices européens à ce stade. Et puis l'idée également d'une temporisation sur les marchés obligataires qui ont à nouveau corrigé violemment ces derniers jours et ces dernières semaines jusqu'à avoir de nouveaux sommets sur les taux cœurs européens notamment, à plus de 2,75 sur le 10 ans allemand et plus de 3,20 sur le 10 ans français. Là aussi, les choses se calment un petit peu avant une séquence qui va être très importante en vue des prochaines réunions de politique monétaire de la BCE la semaine prochaine et de la Fed la semaine suivante. À ce titre, Jérôme Powell sera particulièrement écouté cet après-midi à l'occasion de son témoignage semi-annuel devant la commission bancaire du Sénat. Jérôme Powell, le président de la Fed, qui répétera l'exercice demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Au-delà du discours de Jérôme Powell, un certain nombre de données seront très importantes d'ici la prochaine réunion de la Fed pour comprendre un peu mieux peut-être l'ajustement de la trajectoire de politique monétaire côté américain. Nous aurons les chiffres d'emploi aux États-Unis pour le mois de février en cette fin de semaine. Et puis la semaine prochaine, ce sera une semaine qui sera marquée par la publication d'inflation aux États-Unis pour le mois de février. Voilà pour les sujets du jour. Nous évoquerons les différents scénarios de marché qui peuvent s'offrir à nous sur les 3 prochains mois dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis focus sur la partie européenne et sur la partie action européenne. Spécifiquement, comment expliquer que les actions européennes soient devenues un sweet spot boursier pour les investisseurs globaux. Nous en parlerons avec un stock picker, responsable des actions européennes chez InnoCap Gestion, Sébastien Lemonnier, que vous pourrez voir ou revoir puisqu'il était l'invité de Smart Bourse le 2 mars dernier. Mais d'abord, Arnaud Faller avec nous par téléphone, directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. On fait le point avec vous sur les scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois pour des horizons 3 mois, avec 3 scénarios sur la table aujourd'hui, dont un scénario central qui perd un petit peu en probabilité, Arnaud, au profit de 2 autres scénarios alternatifs. La probabilité du scénario central est de 55% et correspond à l'idée toujours d'un soft landing. Oui, c'est un scénario où clairement on verrait une stabilisation des prix d'énergie qui permettrait, grâce aux effets de base et à l'absence de boucle prix-salaire à laquelle on assiste aussi aux États-Unis qu'en zone euro, à clairement une poursuite de la décrue de l'inflation aux États-Unis et après en Europe aussi. La question, c'est, on sait très bien que la décrue, elle existe aux États-Unis, depuis 7 mois ça baisse. Elle n'est pas forcément toujours linéaire, mais dans ce scénario-là, on aurait une continuité de ce mouvement. Ça permettrait évidemment aux banquiers centraux, notamment à la Fed, de terminer son cycle de hausse de taux, cette fois-ci avec des marges d'escalier de 25 points de base. Donc prochainement, la prochaine réunion que vous avez évoquée, le 22 mars, et puis en mai, puisqu'il n'y a pas de comité de la Fed en avril, donc on aurait 25 en mai, et ensuite la Fed s'arrêterait. Donc on pourrait ainsi dire que le pivot de la Fed serait vraiment atteint en mai prochain. Dans ce scénario-là, on aurait évidemment une conjoncture qui continue à se dégrader, mais un rythme qui est relativement, qui n'est pas agressif, ce qui éviterait une récession sévère, et on aurait une réouverture de la Chine qui permettrait de stabiliser l'économie mondiale, mais encore une fois sans provoquer de récession. On aurait un retour sur les taux, notamment les taux américains. On verrait un retour vers les 3,5 alors qu'ils sont à 3,92 aujourd'hui. Mais sur les actions, on a bien en tête que le parcours depuis le début de l'année est conséquent, notamment en zone euro, mais aussi un peu aux États-Unis. Et donc, on aurait un potentiel assez limité de hausse. Évidemment, les marchés actions aimeraient bien la baisse de taux, mais sauf que comme ils ont déjà progressé pas mal depuis le début de l'année, le potentiel nous paraît assez limité entre 2,5 et 5. Faut tenir compte du chemin parcouru
on a déjà des marchés qui, encore une fois, ont acté une certaine reprise et une certaine stabilisation des taux, alors que justement, on l'a pas vu depuis les 2 ou 3 dernières semaines. Hein. C'est pour ça que je trouve que il y a un peu de message contradictoire entre les marchés actions et les marchés de taux. Dans ce scénario-là, on aurait un peu une réconciliation entre les deux marchés, avec un marché de taux qui profiterait, mais un marché action qui gagnerait, mais pas trop, parce que, encore une fois, le parcours est déjà assez impressionnant. Avec l'idée dans ce scénario, Arnaud, qu'il y a peut-être une question sur le délai de la transmission de la politique monétaire, plus que sur le montant de restrictions monétaires qu'il faudrait encore engager par les banques centrales pour venir à bout de l'inflation. Ce serait l'idée que les banques centrales pourraient encore monter leur taux tel qu'elles l'ont signalé, sans en faire beaucoup plus, si ce n'est d'être patiente avant de voir les effets du choc monétaire dans l'économie. Ouais, il faut se rappeler qu'il faut entre 12 et 18 mois pour avoir l'impact plein des hausses des taux passés. Donc c'est vrai que avec les au moins 4,75 que la Fed a fait à l'automne dernier, les effets vont se faire sentir aussi, en partie déjà, mais tout n'est pas acté dans l'ensemble de l'économie. L'immobilier ralentit, mais ralentit continuellement, mais on pense que ça va continuer encore dans ce scénario-là. Bon, c'est un scénario central, effectivement, donc auquel vous attachez une probabilité de 55% contre 60% précédemment. Donc, petite réduction de la probabilité autour de ce scénario central du soft landing, Arnaud. Et donc, il y a 2 autres scénarios alternatifs qui ont un peu gagné en probabilité, si je comprends. Exactement. Et donc, le scénario le plus probable, le scénario de risque le plus probable, c'est un scénario qui est centré sur la persistance de l'inflation. Il n'y a plus de scénario de risque centré sur une récession sévère. On voit bien que les craintes de récession sévère, au moins à court terme, ne sont plus là. Donc ce scénario-là est centré sur le fait que l'inflation, finalement, aux États-Unis, mais encore plus en zone euro, elle devient préoccupante au sens où le cycle de baisse qui était entamé depuis 2 mois en Europe, finalement, ça s'arrête. Et donc ça entraîne des mesures encore plus restrictives de la part des banquiers centraux. Donc la Fed pourrait être tentée d'aller voir les côtés 6% et la BCE 4 ou 4,5%. Et dans ce cas-là, on aura évidemment un impact sur l'économie assez net, en passant en premier lieu par l'immobilier, mais on aurait aussi une anticipation des marchés sur un ralentissement beaucoup plus sévère, avec une hausse, donc comme conséquence, une hausse des taux courts, qui entraîne malgré tout les taux longs, mais d'abord les taux courts, et puis in fine des marchés actions qui marquent le pas et qui pourraient effacer leurs gains depuis le début de l'année, voire au-delà. C'est-à-dire qu'on aurait entre 10 et 12,5 de retrait sur les marchés actions. C'est normal, c'est parce que on pensait que c'était terminé l'inflation, et en fait dans ce cas-là, c'est pas terminé et on ne voit pas forcément le bout. Qu'est-ce qui pourrait justifier effectivement l'idée d'une persistance de l'inflation, et on voit bien en Europe qu'on est mal à l'aise avec les dernières estimations d'inflation qui ont été publiées la semaine dernière, qui tendent à montrer que sur l'inflation cœur, le pic est peut-être encore devant nous, 9 mois après la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Donc j'imagine que ce scénario effectivement a vu sa probabilité un peu augmenter. Arnaud, qu'est-ce qui peut expliquer que 9 mois après la première hausse de taux de la BCE, on ait encore une forme d'accélération de l'inflation sous-jacente? Alors c'est vrai qu'on a l'impression que la partie énergie qui a été connue en 2022, elle se transmet que maintenant et avec un peu d'accélération encore. Alors que l'énergie, quand on voit le prix du gaz, il est relativement sage. Même en réseau 1 an, les futurs anticipent plutôt une stabilisation. Là, ce qui se passe, c'est vraiment le cœur. C'est les services, etc., qui réaccéléreraient un peu, voire aussi l'alimentation, en dépit. Il faut avoir en tête que les anticipations sur les matières premières elles-mêmes ne sont pas si orientées tant que ça à la hausse. Mais là, il y aurait effectivement une pression sur les marges qui ferait qu'au contraire, on augmente, quoi qu'il arrive, les prix, et avec l'anticipation que la demande, au moins à court terme, tient. Mais ce scénario se passe mal à la fin, in fine, sur les actions. Pourquoi ? Parce que malgré tout, on ne voit pas des marges pouvoir tenir à tel niveau durablement, où on aurait une demande qui baisserait de manière assez forte.
Bon, et le dernier scénario alternatif, avec une probabilité de 15%, qui serait donc le scénario le plus favorable encore à la poursuite du rallye action, notamment, Arnaud, c'est quand même un scénario dont la probabilité reste faible. L'idée de ce que les anglo-saxons définissent comme le no landing. Bon, qui est un peu l'idée sur laquelle on surfe peut-être entre le soft landing et le no landing depuis le début de l'année, mais vous ne voyez qu'une probabilité de 15% quand même pour ce scénario. Ouais. On l'a mis là parce qu'on a en tête qu'il peut, d'ailleurs on l'a connu un peu en février, on a en tête qu'il peut durer 3 mois, mais aussi on a en tête que c'est au-delà, ça risque d'être compliqué. Et c'est un peu un scénario d'équilibre instable malgré tout. Mais pour autant, il faut avoir en tête, ça peut durer les 3 mois que j'évoque. C'est un scénario où en fait on voit plutôt des signes d'amélioration de l'économie, que le marché du travail est vraiment très résistant, que les goulots d'étranglement s'éloignent, etc. Ce qui fait que les marchés actions aiment bien parce qu'ils verraient encore des perspectives de marge, en tout cas de bénéfices qui s'améliorent de manière générale. Et les taux acteraient quand même que finalement l'économie va mieux et remonterait un peu. Alors sur les taux, certes les taux longs on les voit remonter dans ce scénario-là, mais c'est surtout les anticipations des premières baisses de taux Fed qui s'éloigneraient encore dans le temps. Il faut se rappeler qu'il y a quelques temps, les marchés anticipaient une première baisse à l'automne, puis maintenant c'était même pas une baisse entière en décembre 23. Dans ce scénario-là, on n'aurait qu'au printemps, voire encore plus tard, la première baisse des taux Fed. D'où le fait que les taux longs pourront rester plus longtemps. Encore une fois, effectivement, ça peut durer 3 mois, mais un scénario où les actions pourraient profiter, ils sont entre 7,5 et 10. Mais encore une fois, c'est un équilibre instable et il nous semble qu'au-delà de 3 mois, au-delà de quelques temps, ça risque d'être plus compliqué et il y aura une consolidation un peu plus forte sur les actions si jamais les taux longs restent toujours aussi élevés, parce que les deux marchés sont évidemment liés, alors que aujourd'hui, les investisseurs ont tendance, certains en tout cas, à oublier qu'il y a un lien très fort entre les deux. Merci beaucoup Arnaud, merci d'évoquer avec nous régulièrement ces différents scénarios de marché que vous mettez à jour régulièrement, donc des scénarios de marché tactiques, horizon 3 mois, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, Exactement. le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. C'est peut-être un équilibre précaire, instable, mais c'est l'équilibre du moment quand même sur les marchés qui fait que l'Europe est devenue un sweet spot boursier depuis plusieurs mois maintenant. Le rallye européen a commencé le 29 septembre dernier. Ça fait 23 semaines que les actions européennes progressent, surperforment les actions mondiales dans leur ensemble, y compris les actions américaines. Comment est-on arrivé à cet état de fait qui peut surprendre toute une génération d'investisseurs qui n'a connu que la sous-performance des actions européennes, notamment par rapport aux actions américaines, depuis 15 ans. Écoutez à ce sujet les commentaires et l'analyse d'un spécialiste des actions européennes, le responsable des actions européennes d'Inocap Gestion, Sébastien Lemonnier, qui était avec nous en fin de semaine dernière, invité de Smart Bourse. En fait, je pense qu'il faut avoir en tête que depuis 10 ans, l'Europe est délaissée. Et on est toujours négatif pour peut-être des bonnes raisons, des raisons politiques, des raisons d'inflation. Et on n'est jamais très optimiste aussi en Europe. À l'inverse, quand on discute avec les sociétés, ce qui est mon cas depuis maintenant 20 ans, on oublie souvent, et notamment dans les valorisations des sociétés, parce qu'il y a une décote historique sur l'Europe, qu'en Europe, on a des champions internationaux. Pas juste des champions locaux. On a des technologies en Europe, notamment sur les valeurs industrielles, qui sont dupliquées à travers le monde. Et il y a parfois d'ailleurs des OPA en Europe. Et ça, on l'oublie. Alors ça demande beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de sélection de titres. Mais je pense qu'il y a un tel sentiment et qui a atteint son apogée l'année dernière, parce qu'on était sur une crise qui était encore moi, sur ma 20 ans de carrière, c'était quelque chose de jamais vu. Ouais. Il y a beaucoup de mes concurrents qui, depuis 10 ans, n'ont jamais connu l'inflation. Avant la guerre, finalement, c'était une inflation contrôlée. Et moi, ce que j'ai souvent dit, l'inflation n'est pas un mot négatif. Non. Peut-être ça fait peur à certains investisseurs parce qu'ils n'ont pas connu ça et qu'il y a une partie de la cote qu'on a trop profité. Mais finalement, c'était des choses qui étaient plutôt saines. Et quand on regarde, finalement, fin septembre l'année dernière, tout le monde est noir, tout le monde est black,
Personne ne sait s'il y aura C'était la plus fin de l'Europe. d'électricité. On nous disait, pour vous ce- allez éteindre la lumière Exactement. et c'est terminé. C'était la récession la plus attendue par tout le monde. C'est souvent ce que je dis. Quand mon papa et ma maman sont au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est en général, c'est quand même plutôt bien intégré. Même s'ils s'y intéressent, ils ont quand même, heureusement, beaucoup de choses plus intéressantes à faire. Et on a un sentiment, aujourd'hui, je le vois même avec certains de nos clients ou prospects, les institutionnels, notamment en France, ne sont pas du tout investis sur les petites et moyennes valeurs européennes. Ah oui. Et alors, ça crée quoi? Ça crée potentiellement des excès de marché, des opportunités de valorisation, mais on s'en rend compte à la fois sur les derniers résultats qui sont en cours, sur les résultats de 2022, le Q4, et dans les guidance. Le drame qu'on nous a annoncé, il n'est pas là. Alors après, la question, c'est à quel point ça va pas être bon ou à quel point ça peut être meilleur. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est en tout cas ce qui explique, à mon sens, pourquoi on a cette recovery en Europe. On est aussi en train de se rendre compte, et souvent on l'oublie, que des pays comme l'Allemagne sont quand même des clients ou des relations industrielles très fortes avec la Chine. On a quand même eu un vrai changement de paradigme en Chine. C'est la fin des lockdowns. 80% à peu près de la population a eu le Covid. Il y a des défenses immunitaires collectives. C'est un pays qui ne va pas refermer comme ça. Et c'est une opportunité. C'est un nouveau facteur d'accélération de croissance qu'on n'attendait peut-être pas, en fait. Est-ce que la résilience, effectivement, de l'Europe qu'on a observée jusqu'à présent, est-ce que ça permet de rester optimiste pour la suite? Ou est-ce que, finalement, ça ne fait que décaler dans le temps un certain nombre de problèmes qui peuvent être inévitables? Quand vous regardez encore une fois la situation des marchés, donc en niveau de prix, on est au top ou quasi au top. En valorisation, ça semble rester encore à peu près correct pour tout le monde, c'est-à-dire pas trop tendu. Quels sont les risques de bonnes surprises qu'on peut avoir encore à ce stade? Et à l'inverse, il faut réfléchir en négatif. Quels sont les nuages qu'on pourrait éventuellement voir revenir et qui assombriraient peut-être un peu la lecture qu'on a plutôt positive ensemble aujourd'hui? Alors, il faut déjà être très, très sélectif. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a plein de gens qui viennent sur ce plateau et j'imagine qu'ils vous expliquent que c'est un marché compliqué. Moi, j'estime que quand c'est un marché compliqué, c'est un marché extraordinaire pour un stock picker. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on voit la différence. Parce que moi, j'estime que si j'ai une valeur ajoutée, c'est pas quand c'est facile. Et quand on a un stock picker, je pense, et c'est aussi des leçons que j'ai apprises sur mes 20 ans d'expérience, il faut être un peu schizophrène. Il faut avoir cette vision à long terme de ces dossiers, une vision à 12 mois, mais ne pas oublier que le marché a toujours raison. Et les choses peuvent vite s'inverser, et les 3 dernières années l'ont bien montré. Aujourd'hui, je pense qu'on a un environnement où il y a quand même beaucoup d'éléments, notamment sur la structure de coûts des sociétés, qui sont en train de se normaliser. Les prix de l'énergie, les taux de fret, c'est beaucoup de choses qui ont impacté beaucoup les marges l'année dernière. Donc je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises. Pareil, en septembre, on parlait beaucoup du risque de hausse des salaires. Ouais. Finalement, moi j'ai fait 3 voyages en septembre parce que justement je me suis dit en Allemagne c'est là où le mal, on va aller là-bas. Les syndicats ont demandé 8% de hausse de salaire à l'époque, quand une inflation était plutôt à 11-12 à ce moment-là en Allemagne. On sait qu'historiquement ils ont 65-70%, et ce qui est d'ailleurs génial pour les sociétés allemandes, elles ont dealé avec les syndicats, elles ont passé des hausses de salaire de 6% à peu près, c'est quand même bien inférieur à l'inflation, et elles ont déjà loqué des hausses de salaire pour l'année prochaine qui sont autour de 3-4%. Les sociétés ont de la visibilité sur ce sujet-là maintenant, et ça change tout. Et quand, vous l'avez vu, il y a quand même plutôt du pricing power, il y a beaucoup d'industries qui ont souffert de déflation pendant 10 ans et qui commencent à passer des hausses de prix, c'est plutôt ça en fait. Et je pense, il ne faut pas être complaisant, qu'aujourd'hui, on a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur les chiffres d'activité. Mais là aussi, il faut le suivre. Je pense que tant que le marché de l'emploi tient, c'est ça le vrai sujet, plus que l'inflation. Le deuxième sujet, je pense, les bonnes surprises à venir, c'est sur les rentabilités des sociétés. Alors, ça ne va pas se voir dès le premier trimestre, parce qu'il y a les effets de base de l'année dernière. Mais en revanche, je pense que comme elles ont bien fait le travail, et en Europe, comme on est hypocondriaque, on est assez efficient en fait, aujourd'hui en termes d'optimisation de de sa discipline structure de coûts. qui s'installe. Si on a finalement un levier opérationnel qui n'est pas trop défavorable, on maintient une bonne politique de prix et on a les économies de l'autre côté, je pense qu'on aura des sociétés qui vont délivrer des marges potentiellement positives. Après, il y a des questions, il y a la géopolitique, c'est des choses qui sont très compliquées et que je ne peux pas prédire, mais j'essaie de m'adapter. Le sujet de gaz l'hiver prochain, l'électricité, j'en sais rien aujourd'hui, je ne suis pas plus malin qu'un autre. C'est aussi aux gérants de s'adapter, je pense que c'est ce que je disais. On doit avoir une vision à 3-5 ans sur des dossiers, mais être amoureux de rien. Je suis amoureux de ma fille et de ma femme, et c'est tout, et je m'adapte.
Qu'est-ce qui guide la logique du stock picker dans un environnement difficile et donc extraordinaire pour vous? Est-ce qu'on participe encore au match habituel? Alors, l'an dernier, il fallait quand même être assez défensif. Et puis, à partir de l'automne, il fallait être capable de reprendre du cycle pour jouer la reprise et la reprise des actions européennes. Est-ce qu'on est encore un peu dans cette idée-là? Après, dossier par dossier, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours la question des valorisations? Est-ce que le thème value reste un thème important par rapport à un thème croissance qui a beaucoup souffert l'an dernier? On essaye de naviguer à travers ces thèmes. Je pense très sincèrement, si on est attaché à un seul thème, autant acheter un panier de Goldman Sachs, un tracker, avec peu de frais. C'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de faire mieux que la gestion passive. Et si en plus j'arrive à faire mieux que d'autres stock pickers, tant mieux. On est très pragmatique chez InnoCap Gestion. On fait, par exemple, à moi tout seul, je fais entre 400 et 400 contacts sociétés en moyenne par an. Mes collègues, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est l'accélération de croissance. Peu importe si c'est une société de croissance, peu importe si c'est une société de décroissance en général, on n'a pas trop envie d'en avoir. Après, il y a la valorisation. Et moi, j'aime bien, en fait, à travers les thèmes, trouver des inefficiences de marché. Aujourd'hui, vous l'avez dit, tout le monde est positionné sur des valeurs défensives. Personne ne croit que finalement les nouvelles rassurances sont bonnes. Et quand je regarde une fois par mois les portefeuilles avec les reportings de mes concurrents, je me rends compte que ça a assez peu évolué depuis 3-4 ans. Du coup, on a plutôt envie de regarder les sociétés qui sont un peu cycliques, un peu industrielles. Je sais que c'est un gros mot qui hérisse le poil de plein de gens, mais en fait, souvent, quand on met dans les paniers, on ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, et c'est une sorte de biais qu'on a aujourd'hui dans le stock picking, ça va être à peu près sur le fonds, notamment que je gère, Quadrige Europe Midcap, 35%, 40% de l'exposition. C'est des sociétés cycliques, mais qui ont un biais de croissance structurelle. Pourquoi ? 1, elles sont potentiellement moins cycliques que perçues par le marché. Ouais. Et 2, elles ont une force d'accélération de croissance, potentiellement de gain de part de marché, si elles sont capables d'amener de l'intelligence au service de leurs clients, c'est ce qu'on essaie de chercher. Et après, le travail de valorisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de titres qui ont baissé fortement en 2022, mais c'est des baisses qui sont justifiées par la hausse du capital et qui sont légitimes, en fait. Et quand je regarde ces valeurs-là, on a des rendements de free cash flow qui sont que de 3-4%. Très sincèrement, vu que les taux sont plus les mêmes qu'ils étaient, je trouve pas ça si intéressant. Alors oui, sur 3 ans, c'est pas cher. Mais sur 10 ans, je me pose la question. À l'inverse, j'ai des valeurs qui aujourd'hui sont pénalisées parce qu'elles sont cycliques. Et on n'a pas que des valeurs cycliques, hein, mais elles ont des aspects de croissance structurelle. Je vais prendre un exemple. Ouais. Une société qui a publié ses résultats il y a peu de temps, qui s'appelle Gestamp, en Espagne. C'est en plus un fournisseur automobile. Donc là, je vous combine la totale. Oui, tout ce qu'on veut pas. C'est l'estampage à chaud des structures métalliques qui font le squelette de la voiture. Ouais. C'est le seul acteur qui, pendant 10 ans, a investi. On l'a d'ailleurs sanctionné. C'est une société qui dépense historiquement entre 8 et 10% de son chiffre d'affaires en CAPEX. C'est une société qui, historiquement, a surperformé la production automobile. Au dernier trimestre, la croissance du groupe est de 37%. Elle surperforme de moitié, enfin la surperformance vient de moitié de gain de part de marché, de hausse de la pénétration de ses solutions chez ses clients. Alors oui, c'est une valeur qui peut potentiellement être cyclique, et si les choses s'inversent, et c'est par exemple une valeur que j'avais en janvier l'année dernière, et que j'avais coupée dès que la guerre a commencé. En revanche, si l'environnement est normal, et c'est la guidance de la société, il vise sur une croissance aux alentours de 8-10%, un levier sur la rentabilité, un bon free cash flow, et tout à l'heure, quand je vous parlais de valorisation, c'est une société qui se traite aujourd'hui sur 7-8% de free cash flow yield, que les gens ne connaissent pas bien, et il y a cet effet potentiellement de rattrapage. C'est ce qu'on essaye de chercher, en fait. Ouais. Intéressant cette idée que beaucoup de sociétés cycliques, dans des secteurs perçus comme très cycliques, ont quand même changé de statut, avec des méga tendances quand même qui se mettent en place, électrification, automobile, et en plus dans l'automobile, toujours ce phénomène de choc d'offre qui fait que quand vous écoutez les constructeurs et les assembleurs, ils vous disent, mon problème c'est de produire, mon problème c'est de trouver des gars pour produire et de servir les carnets de commandes qui sont pleins. Alors certes, il y a peut-être des commandes qui peuvent s'évaporer des carnets, mais avant que l'évaporation de la demande nous ramène au niveau de la capacité d'offre aujourd'hui, visiblement il y a du chemin à parcourir. Et c'est là où il faut faire un travail très fin d'analyse. Ouais. Gestamp, ce n'est pas qu'un fournisseur automobile. Oui, il y a l'exposition à la production automobile, mais derrière, il y a, avec la voiture électrique, une voiture électrique, c'est 25-35% plus lourd qu'une voiture normale. Donc il y a un vrai sujet d'alléger le squelette. C'est ce qu'eux font très bien avec l'estampage à chaud, à contrario de l'estampage à froid. C'est un acteur qui a gagné des parts de marché. Et puis, quand il y a une batterie électrique,
finalement on rajoute une protection et donc c'est un acteur qui augmente son ticket Une pièce moyen de plus par oui. véhicule. C'est ça ces moteurs de croissance et c'est ça qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui c'est été considéré, c'est une société malgré son parcours récent boursier qui est assez bon même si performance future préjure rien du futur, c'est une société qui se paye encore 8 fois les résultats opérationnels. Sébastien Lemonnier, stock picker et responsable des actions européennes chez InnoCap Gestion, qui était l'un des invités de Smart Bourse en fin de semaine dernière. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.